Donc, 4 légendes sur le parc national des Calanques de Marseille. Alors, donc, on commence à Mulhouse. Donc, pas du tout à Marseille, ça commence seulement par la même première lettre. Vous allez me dire pourquoi Mulhouse, car en fait, Mulhouse, vous pouvez le voir juste ici, la HIR, la Haute École des Arts du Rhin, c'est l'école dans laquelle j'ai commencé mon cursus aux Beaux-Arts. Car, je sais pas si vous le saviez, mais moi j'ai fait 5 ans aux Beaux-Arts, donc 3 ans à Mulhouse et 2 ans à Marseille. Et je trouvais que c'était une bonne introduction de commencer par Mulhouse, car c'est là que j'ai commencé à réfléchir par moi-même. C'est grâce à cette école, c'est grâce à la pédagogie qui m'a été transmise, grâce à ce lieu, que j'ai commencé à m'intéresser en fait à ces histoires de légendes. Car il y avait une légende en fait à la Hire de Mulhouse. Et donc cet espace, ce lieu, c'était vraiment l'espace de rencontre, l'espace de vie. Donc vous pouvez le voir, il y avait l'école. Je sais pas si je suis du bon côté, la cam s'est inversée, mais il y avait l'école en fait, la Hire sur le côté, qui en fait était juxtaposée à une rivière qui se trouvait juste ici. Et en fait, on appelait aussi cette école le quai. Parce qu'elle était rue Quai des Pêcheurs, du coup son surnom c'était le quai. On ne disait pas la Hire, on disait ouais le quai. Euh, ce quai en fait avait un rôle très important car il était à la fois en fait un endroit de rassemblement social où les âmes venaient se retrouver lors de pauses cigarettes, lors de pauses café, qui sont des choses en fait très présentes lorsqu'on fait un cursus en école d'art. Souvent, j'ai rencontré une femme un jour, Veronica Valentini, elle s'appelait, lors d'un workshop, etc., qui était non-fumeuse, et je me souviens d'une chose très marquante qu'elle m'a dit, elle me disait, en fait, moi je jalouse les fumeurs, je jalouse les fumeurs parce que quand on est fumeur, on est addict et on arrive à faire des pauses et on arrive à venir se recueillir à un endroit, à un espace, et l'espace de recueillement de cette école, c'était cette espèce de balcon que vous pouvez voir ici, qui donnait une vue assez dégagée sur la rivière. Dans cette rivière, il y avait des ragondins. Ce n'était pas le seul animal qui était là, il y avait aussi des hérons cendrés, quelques poissons de ville, mais le ragondin en était la mascotte. Il en était la mascotte car il y avait une sorte de familiarité qu'on développait en fait à l'observation des ragondins. Ils étaient souvent en groupes sociaux. Et nous étions en groupes sociaux, en train de fumer des cigarettes, et nous les observions. Et en même temps que nous parlions, en fait, les ragondins étaient en face de nous et faisaient leur vie de manière assez désintéressée. Et nous étions très intéressés face à eux. Et les ragondins étaient une mascotte dans laquelle nous pouvions rigoler, rire, observer, être curieux. Et c'était vraiment cet espace de la rivière et cet espace bestial qu'incarnaient les ragondins était vraiment un générateur de fiction, de dialogue, qui n'avait parfois absolument rien à voir avec cela. Et c'était assez rigolo car en fait, cette rivière qui du coup était en face de notre école s'appelait l'île. Et l'île en fait, bah, quand on regarde les panneaux, ça s'écrit avec un I, un L et un L. Et en fait, ça ressemble à un 3 en écriture gréco-romaine. Et bon, c'est une anecdote dans l'anecdote, mais je trouvais ça assez rigolo, comme quoi en fait le présent, l'observation de son monde environnement, l'observation des noms aussi, porteurs en fait de quelque chose, et porteurs de quelque chose qui est qui dépasse la métaphysique qui est propre au nom d'une chose qui lui est donnée. Du coup, on prononce l'île, mais ça s'écrit le 3. Du coup, je trouvais ça assez drôle. Du coup, je vous ai mis un panneau de l'île et aussi une carte de Mulhouse
Donc Mulhouse, je sais pas si vous savez où ça se trouve, mais c'est dans le Grand Est. C'est en dessous de Strasbourg, c'est à 1 heure de Strasbourg. Et vous pouvez voir il faisait 8 degrés à 11h26, nuageux dans l'ensemble. C'était généralement la dominante. Euh, voilà, désolé. Et en fait, l'école se trouvait juste à côté du Leclerc, juste ici, à côté de ce pont, comme ça. Et là, on a l'île qui traverse en fait toute la ville, qui vient vraiment créer en plus une césure, quoi. Quand on commence à vivre à Mulhouse, on voit qu'on est un peu dans l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest des années 50-60. Il y a vraiment deux blocs comme ça. Il y a la vieille ville ici avec le temple, etc. Et là, nous sommes en fait dans les quartiers plus populaires. Moi, j'habitais juste par ici, au... Ah, je me souviens plus l'adresse. Mais j'habitais juste ici. J'étais à 2 minutes de l'école. Et ici, il y avait le marché de Mulhouse, qui était un énorme marché. Un marché comme j'en avais jamais vu. Moi, je venais de quitter mes parents, de changer de région parce que je suis du sud de la France, je me retrouve dans le Grand Est et bah, j'étais habitué en fait chez mes parents à vivre à leur rythme, à consommer à leur rythme. Et là, j'ai pris l'habitude en fait, grâce à des gens qui étaient plus éduqués que moi sur la nourriture et sur les manières de consommer, qui m'ont en fait amené au marché, qui est un marché qui est absolument gigantesque, qui est un marché génial. Mais comme tout marché, comme tout endroit où l'Homo sapiens sapiens passe, il y a beaucoup de déchets. On parle souvent de l'homme moderne comme l'homme des déchets. Je sais plus comment on appelle ça, le déchéocène, je sais plus. Faudrait que je retrouve le terme. Et en fait, ces déchets avaient vecteur de favoriser la propagation des ragondins, parce qu'ils y trouvaient en fait beaucoup de nourriture. Et du coup, il y avait une grande concentration de ragondins en fait dans cette rivière qui s'appelle l'Île. Et là, c'est la seule photo que j'ai trouvée qui, en fait, met en scène à la fois l'école, l'île, donc la rivière qui se trouve juste en dessous. Et bon, il y a le directeur de l'école qui s'appelait Monsieur Cascaro, qui ne l'est plus d'ailleurs depuis cette année. Et donc, je vous ai fait un petit graphique pour que vous compreniez bien, en fait, dans quel schéma nous nous trouvions à cette époque. Je comprends que si c'est un peu long, mais vous allez voir où je veux en venir. Donc on avait l'école, on y avait Monsieur Cascaro, qui n'était pas souvent devant l'école, mais plutôt dans les bureaux. Les bourreaux, j'ai failli dire, mais c'était peut-être le cas. Il y avait nous, et il y avait les ragondins dans l'île. Et du coup, nous, on était là, on jouait, on discutait, on rigolait, et on regardait les ragondins nager avec leur petit dos et leur petite tête et leur petite queue qui sortaient de l'eau, de l'île, et qui se baladaient sur les berges comme ça. C'était assez amusant à les voir. Et en fait, une légende m'a été transmise quand je suis entré dans cette première année. C'était une légende que souvent les anciens étudiants racontaient aux nouveaux arrivants. Et souvent, quand on pénètre un espace dans lequel on est invité, dans un espace dans lequel on va, un espace dans lequel on est nouveau, souvent des gens qui connaissaient mieux cet espace nous racontent une légende. Et la légende, en fait, se portait sur les ragondins. Et il était dit qu'il y aurait un ragondin albinos à Mulhouse, un ragondin complètement blanc qui se baladerait de temps en temps sur les berges et les discours étaient très disparates là-dessus, c'est-à-dire que un tel disait qu'en rentrant de soirée, il aurait croisé un ragondin albinos, une autre disait qu'en allant au théâtre à la filature, elle l'a croisé sur les berges, mais on n'avait jamais de photos. On avait seulement l'oralité, le discours qui nous transmettait ce savoir et toute l'imagination qui pouvait s'en suivre. Alors moi, un peu foufou que j'étais, je me suis mis dans la quête et en tête de vérifier en fait cette légende. J'avais pas envie qu'on me prenne pour un con, j'étais nouveau, mais bah, je voulais savoir si ce qu'on disait était vrai, si je pouvais faire confiance aux gens qui allaient m'entourer pendant probablement plusieurs années. Et du coup, j'ai acheté une petite caméra de chasse à infrarouge,
à détecteur de mouvement par infrarouge notamment, enfin non, l'infrarouge c'est pour la vision nocturne, mais qui me permettait en fait de venir la placer sur les bords de la berge et de venir détecter chaque mouvement qui pouvait se passer sur la berge. Et donc, j'ai eu beaucoup de déchets, beaucoup de mouvements de branches, en fait, qui viennent déclencher la caméra. Et du coup, je regardais les rushs que j'avais récoltés durant toute la nuit où je posais la caméra. Et en fait, sur ces rushs, j'avais pas grand-chose. J'avais des arbres qui bougent, une petite souris qui passe, parfois des ragondins, mais jamais le ragondin albinos. Jusqu'à un soir. Jusqu'à un soir du 23 janvier 2020. L'heure n'est pas la bonne, je n'avais pas réglé la bonne heure, hein, il est 15h28 sur ce cliché. Mais jusqu'à un soir où je capture en fait la première photo d'un ragondin albinos et où je peux revenir à l'école et attester de la véracité de cette légende qui du coup en était une, mais qui n'en était plus une pour moi, car le ragondin existait vraiment. Et donc vous avez sous les yeux la première photo d'Aragondin albinos. Je pourrais parler pendant 1 heure de cette histoire qui a pour moi été très marquante et qui en fait a marqué surtout la suite de mon cycle au sein des Beaux-Arts, car c'est probablement à cause de ça que je me suis intéressé ensuite à plein de choses au sein de ma pratique et de mon travail, qui se sont élargies évidemment, mais et auquel j'avais pas conscience au début, mais en y repensant, je pense que ce geste de venir chasser par l'image un mythe a été en fait pour moi vecteur de beaucoup d'imaginaire. Là, vous avez un petit texte introductif qui réexplique un peu cette note. Vous pourrez le lire si ça vous intéresse. Mais du coup, on en vient à la question un petit peu de ce cours, de cette conférence, de comment créer une légende. Donc, je me suis posé la question, si moi, en fait, je voulais créer une légende, ou alors si moi, je me fais attraper par une légende, en fait, qu'est-ce qui crée la légende? Et donc souvent, on a un espace, un lieu, donc une géolocalisation spatio-temporelle, et on a aussi un élément perturbateur. Un élément, comme j'aime appeler, qui est concordant mais dissonant avec le réel. C'est-à-dire un élément qui fait corps avec celui-ci, mais qui possède une altérité qui vient perturber ce réel. Et c'est là en fait que l'intérêt, que la curiosité vient se créer. Il faut également du storytelling, donc une propagation de la légende qui peut en fait prendre plusieurs médias, plusieurs formes d'oralité, donc une couverture médiatique, des réseaux sociaux, des vidéos, des images, des récits, plusieurs choses. Et si on veut percer la légende, ou alors si on veut faire croire à ses disciples cette légende, on peut apporter une preuve. Une preuve, entre guillemets, car la preuve peut être falsifiée, peut être fausse, peut être truquée, tronquée, troquée. Mais c'est un peu les points que j'ai relevés, qui sont voilà, des points très sommaires que tout le monde aurait pu deviner, mais je voulais faire cette petite piqûre de rappel. Et on arrive du coup au parc national des Calanques et à Marseille avec notre première légende que j'ai appelée Félin pour l'autre. Euh, voilà, qui a un jeu de mots assez classique. Donc, on va s'intéresser en fait pour cette première légende à la panthère de Marseille. La panthère de Marseille, je n'ai pas vécu son avènement, je n'ai pas vécu son événement, j'ai vécu seulement son récit. C'est-à-dire qu'au cours l'histoire, euh, de l'histoire de cette panthère, il y a eu plusieurs dates emblématiques et notamment ça a commencé en 2004. Donc moi j'avais seulement 5 ans, 5 ans et 6 mois environ. Et
et en fait, cette panthère est apparue dans le parc national de Marseille et a un peu défrayé la chronique à ce moment-là. Une panthère au bord de la Méditerranée, une panthère noire, donc un animal qui est quasi absent en France, qui serait dans le parc de Marseille. Donc il y a eu en fait plusieurs articles. Le premier date du 4 juin 2004, qui explique que dans le massif de Lumini, qu'il y aurait une prétendue panthère noire échappée vraisemblablement d'un cirque. Et tout de suite, on a une battue qui est organisée par les autorités, qui met en commun la police et les pompiers pour en fait essayer de traquer, en fait, d'une certaine manière, cette panthère. Cette panthère qui est du coup en fait l'élément concordant mais dissonant avec le réel dont je parlais tout à l'heure. C'est concordant que des espèces sauvages habitent un lieu, habitent un parc protégé en plus, mais c'est dissonant car dans le parc national des Calanques, en fait, on est censé avoir des sangliers, des renards, des mouettes, mais pas une panthère en fait. Du coup, on a Libération, le 20 minutes, la chasse à la panthère noire se poursuit aux abords de Lumini. Et finalement, une première photo qui sort dans la presse. Une photo qui est vraiment tronquée, quoi. Elle est, celui ou celle qui l'a prise de cette manière. On distingue du coup une panthère, c'est une image floutée, issue du found footage. C'est une image vraiment qui est en, qui est vraiment corrélaire avec la graphie des images qu'on peut retrouver sur Internet vis-à-vis de légendes, vis-à-vis du Bigfoot, du Yeti, du monstre du Loch Ness, ou d'images comme ça qui sont souvent très pixelisées, qui sont en noir et blanc, qui sont mal cadrées, floutées. Et le 23 juin, donc environ une vingtaine de jours plus tard, on apprend dans un article du Monde que cette panthère serait possiblement seulement qu'un chat. Et c'est avec un petit peu de d'ironie que les médias en fait parlent de cette affaire, c'est-à-dire que le média, dans un premier temps où la légende est encore à ses débuts, va venir alimenter en fait cette légende, va venir sans preuve factuelle l'alimenter. Et à partir du moment où cette légende qui est démontée, quand on brise le mur de l'invraisemblance, vient en fait tout de suite ironiser dessus. Donc on a des termes qui sont vraiment sur un ton, pourtant loin d'avoir le poil hérissé par les félins, des choses qui donnent un ton. Je vous ai mis l'article complet pour que vous puissiez le lire, c'est assez intéressant. Il y a même une sorte de poésie qui peut s'en dégager en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a on a un retour de la légende, on a un retour du mythe, un retour de l'imaginaire qui qui vient rejouer et redire l'oralité de cette légende. C'est-à-dire que quand il y a quelques semaines, on avait un discours qui disait elle a fait 5 ou 6 sauts très courts, très gracieux, mais suffisamment pour distinguer qu'il s'agissait bien d'une panthère noire pas très grande. Le Monde nous dit que cette affirmation, on la relie presque avec du regret, tellement les termes étaient bien tournés en fait par ce garde qui a avancé en fait ce fait-là, qui s'est fait complètement détruire par la science, j'ai envie de dire, par la science qui en fait dit bah non, ce n'est pas une panthère, c'est un chat qui est peut-être assez gros, c'est un chat qui fait peut-être 7 kilos, mais ce n'est pas une panthère. Le 4 juin 2008, sur un forum qu'on peut trouver assez facilement quand on fait des recherches sur Internet, on voit une photo de ce chat. On voit une photo d'un chat, enfin, d'un chat noir qui serait la fameuse panthère de Lumini.
c'est assez intéressant car on se rend compte que 4 ans après, la légende est toujours active, la légende est toujours présente dans l'imaginaire collectif, dans l'intention collective des gens. Et, et moi, je trouve cette image très mystérieuse car en fait, on ne sait pas si c'est le même chat qui, 4 ans auparavant, a défrayé la chronique du Parisien du Monde de 20 minutes de Libération, ou si c'est un autre chat qui, en fait, fait également acte de présence dans les calanques. Et c'est assez marrant car, en fait, on en vient à se demander de, maintenant, à l'heure actuelle, qui est la vraie légende du parc national des calanques de Lumini. Est-ce que la légende, c'est cette panthère noire, ou est-ce que la légende est devenue ce chat? Et on a une espèce de d'hybridation entre le réel et le récit, de transformation entre l'acteur et le protagoniste. Et, euh, et en fait, voilà, maintenant cette légende, pour les gens, devient un peu en fait ce chat qui a fait croire à tout le monde qu'il était une panthère. Et on peut voir, enfin, voilà, je vous ai mis une photo des commentaires, je vous invite à les lire, quoi, mais ils sont assez fous, quoi. Il y a des gens qui restent totalement cupides et des gens qui ironisent sur ça. Et donc, je vous ai mis ce petit graphique, en fait, qui est un graphique de psychanalyse, mais que je trouvais assez intéressant parce qu'il vient en fait parler de la perception d'un sujet sur un autre sujet et de la manière dont le cerveau va neurologiquement recevoir des informations de forme et y affilier un savoir. Je reçois l'information d'une forme féline, même si cette forme féline est obstruée par mon paysage et éloignée de moi, mais cette forme me fait penser à quelque chose qui se rapproche d'un chat ou d'un tigre ou d'une panthère, et c'est dans ces écarts-là de perception que viennent s'immiscer en fait des marques imaginaires. Il y a un terme pour ça, mais je m'en souviens plus, mais on s'est tous fait avoir par le fait de regarder une forme et d'y voir un visage. C'est exactement la même chose qui s'est probablement passé dans le parc, même si on saura jamais vraiment le fin mot de l'histoire parce que la photo sortie dans la presse, on ne sait pas si finalement elle était truquée, si c'était un montage, si c'était ce chat, mais j'ai trouvé ça intéressant d'en parler. Ce qui est fou, c'est que 13 ans après, quasiment exactement, au mois d'août, je vous rappelle, c'était janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, 13 ans après, à 2 mois près, on a la même histoire qui ressort dans la presse, sur actu.fr et d'autres sites notamment, j'ai mis que celui-ci. Une panthère crée la panique près de Marseille. Une panthère crée à nouveau la panique près de Marseille. Et j'ai trouvé ça assez intéressant en fait, ce phénomène-là. Je, je regarde l'histoire des années après. Je n'ai pas vécu l'histoire au moment où cela s'est passé, mais c'est assez intéressant de voir, avec du recul évidemment, comment l'homme a une espèce de mémoire court-termiste. Alors il a une mémoire court-termiste probablement par intérêt du buzz, par intérêt de recherche de public ou de réactivation de certaines histoires. Mais 13 ans après, cette histoire se rejoue à nouveau, comme si elle avait été oubliée, alors que non. 13 ans après, 13 ans avant, cette panthère avait déjà été remarquée dans le parc. Mais c'est aussi là que la légende prend une nouvelle dimension. Est-ce que ce chat, qui aurait été finalement observé en 2004, puis réobservé sur un forum en 2008, puis réactivé en 2017, n'était finalement pas vraiment une panthère, ou en tout cas le fantôme d'une panthère qui rôderait? Est-ce qu'il se passerait pas quelque chose finalement pour que cette histoire continue d'exister? Un chat ne vit plus de 13 ans, mais vous voyez ce que je veux dire? La concordance fait que c'est assez intéressant d'une manière sociologique
de voir à quel point les histoires sont réanimées, réactivées, et parfois les mêmes, mais seulement 10 ans, 5 ans, 15 ans après. Et je vous ai encore mis des photos de l'article, mais c'est assez intéressant. C'est pour ça que nous en venons au deuxième chapitre, qui s'appelle Singer le singe, où je me suis dit, Victor, d'accord, il y a eu cette histoire de panthère dans le parc, que, auquel beaucoup de gens sont attachés, qui est aussi une sorte de légende urbaine, de mascotte. Et si il était possible de créer à nouveau une légende? Dans ma pratique personnelle, je m'intéresse beaucoup aux singes, car je trouve que c'est un élément très intéressant et comparatif vis-à-vis de l'homme, un espèce de cousin éloigné, qui finalement, si on en reprend un peu notre question du début, est un personnage, est une espèce qui est assez ressemblant, mais assez discordant. C'est pour ça que le singe m'intéresse. Il nous ressemble assez pour être notre cousin, mais il nous ressemble assez pour être aussi dérangeant pour ne pas être notre cousin. Hum, et je me suis dit, ce serait peut-être intéressant d'essayer vu qu'il y a un terrain fertile dans le parc qui m'a l'air sujet aux légendes, essayons de cultiver des graines et voyons ce qui va en germer. Donc, je me suis dit, je vais imiter le singe, je vais faire croire qu'il y a un singe, donc faire croire que je suis un singe. Et comment on fait croire que nous sommes un singe? C'est pas très compliqué car nous sommes un peu des singes, hein. Mais par rapport à notre réel à nous de 2022 et contemporain, je vais donc imiter la posture du singe, imiter sa prestance, imiter sa ressemblance, et en même temps jouer des outils qui sont à ma disposition pour venir mêler tous ces éléments. Donc je vais me faire un costume, je vais utiliser de l'imagerie numérique, de la diffusion sur les médias, sur les réseaux, pour, euh, pour éventuellement laisser en fait une fuite se créer, une brèche dans le réel, et pour voir qu'est-ce qui va s'y couler. Euh, j'ai une vidéo qui en fait du coup reprend le même outil que j'avais utilisé 2 ans auparavant, non, 4 ans auparavant, que j'avais utilisé en fait à Mulhouse pour chasser, traquer le ragondin albinos. Je vais réactiver cette caméra que j'avais très peu utilisée entre-temps pour créer une vidéo. Oups, il y en a une deuxième. Alors c'est assez intéressant car j'ai produit ces vidéos d'abord dans l'idée de me rendre compte par moi-même de quelle manière mon costume, fabriqué très rudimentairement, en sortait. Et évidemment, si on fait un petit peu attention, on peut se rendre compte que ceci paraît totalement fake. J'ai créé un, j'ai créé un masque, j'ai créé un costume, je me suis fait des échasses pour venir allonger mes bras et créer une sorte de quadrupédie. Et
Mais c'était vraiment un test aussi pour moi de manière de bouger, de me déplacer et de voir comment le corps, le déguisement venait en fait communiquer avec cet environnement. Mais ça a pu me servir en fait où j'ai pu extraire des photos de ces rushs pour venir diffuser en fait par la suite des images. Donc j'ai enlevé les échasses car évidemment les échasses étaient pratiques pour favoriser la marche et la posture du singe, mais étaient un élément qui était quasiment une prothèse bionique technologique et même si je trouvais ça intéressant, ça ne m'aurait pas permis de faire croire au fait qu'il y avait un singe. Du coup, Lumini, le parc national des Calanques, c'est un endroit où beaucoup d'étudiants viennent tous les jours étudier, parfaire leur savoir, s'abreuver d'histoire. Et c'est aussi un endroit où les randonneurs, les férus des calanques, les calanqueurs comme on les appelle, viennent s'extraire de la ville, du cocon marseillais et, euh, et ont une porte ouverte à la nature, comme ça, en bordure d'une mégalopole, et viennent faire du footing, faire de la marche, faire du climbing, de l'escalade. Et du coup, c'était une population très ciblée, mais assez mixte. Et je me suis dit, ok, on le tente, on fait une fausse affiche. Donc, je crée une fausse adresse mail qui s'appelle Office national des calanques, donc qui reprend un terme administratif. J'achète une carte SIM, je prends un faux numéro que je mets dans la fiche. Et je demande aux gens de laisser des témoignages si jamais ils aperçoivent le singe. Je placarde des affiches partout dans le mini et on voit ce qui se passe. On voit si ça prend. Je laisse entre le soir où je placarde les affiches et 3-4 jours plus tard où je commence à faire une performance où je vais avec mon corps me rendre dans le parc et singer le singe. En fait, il se passe des choses assez intéressantes. Je reçois quelques mails de gens qui me demandent, ben, j'ai vu cette affiche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je reçois un appel d'une journaliste de Radio France qui me dit, qui me demande quelle est cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai pas eu d'autre écho, mais j'ai vu cette affiche, qu'en est-il? Et puis après, je vais, moi, par ma propre dévotion et mon propre corps, en fait, me rendre dans le parc, costumé, et je vais me mettre un peu en hauteur du sentier et commencer à costumer, à singer le singe et voir la réaction des gens. Je pourrais aussi passer plus d'une heure à vous raconter l'étendue de cette performance. Il s'est passé plein de choses différentes, plein d'états d'esprit différents. Euh, Peut-être qu'on écoutera un petit peu quelques extraits d'audio avant, mais je vais d'abord vous faire écouter les enregistrements que j'ai. 11h59. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît, si c'est bien à vous qu'il faut signaler la présence d'un singe dans les calanques? Je pense que j'en ai vu un qui me paraît extrêmement dangereux et menaçant. Vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît, au 06 25 04 33 40. Merci. Pour rappeler, tapez 5. Pour effacer, tapez archivé. Aujourd'hui à 11h07. Oui, bonjour. Je suis randonneur là, j'ai vu un singe, un gorille, je pense que c'est. Un peu plus haut que le sentier qui mène au Calanque à Sugiton, en partant de Lumini, là, où il y a le bureau des gardes, là. À peu près 1 km, 2 km de la piste, là, en haut sur la voie. J'ai fait des asperges et il était un peu plus haut. Voilà, je vais vous rappeler si vous êtes plus renseigné, plus en renseignement. Voilà, au revoir.
Alors, excusez-moi pour cette petite interruption. Je ne savais pas si vous étiez encore là et j'ai vérifié votre présence et profité pour vous montrer le masque que j'avais pendant cette performance. Donc, ces deux audios sont assez intéressants euh, car en fait, il y en a un des deux dont j'ai la certitude de sa véracité et l'autre dont je ne l'ai pas. Donc, dans cette histoire de réussir à créer une légende, je suis parvenu à réussir à créer la réalité et l'existence de cette légende pour au moins un individu dont j'ai la certitude, qui est l'audio 1 en fait. Euh, c'est une histoire que vous pourriez, dont je vais vous faire peut-être écouter quelques extraits là de ces audios, qui sont en fait les audios euh, dans lesquels je m'enregistrais au moment où je faisais la performance, quoi, des moments de pause, d'ellipse où je prenais mon microphone et je m'enregistrais. Donc il y a un des deux audios que j'ai reçu qui est en fait qui s'est passé lorsque je faisais la performance où j'étais du coup caché un petit peu dans les hauteurs. Les gens passaient en contrebas. J'étais donc costumé de tout un singe vêtu et je m'amusais à oulouler le singe, à crier le singe. Je peux vous faire un petit exemple, mais j'aime bien mettre le masque quand je le fais parce que sinon j'arrive pas très bien. Bon, ça fait longtemps que je l'avais pas fait, mais ça fait plaisir de le refaire. D'ailleurs, ça me fait étrangement bizarrement plaisir. Mais du coup, je performais le singe et en fait, il y a un couple de sexagénaires randonneurs qui étaient avec leur petite fille, qui devait avoir tutti quanti 8 ans. Et ils étaient en train de ramasser des asperges. Donc je ne savais pas ce qu'ils faisaient, mais c'est en écoutant le message qu'ils ont laissé sur le numéro de la messagerie qui était écrit sur l'affiche. Donc ils sont allés voir l'affiche pour récupérer le numéro et pour laisser un message vocal. C'est en écoutant ce message que j'ai compris qu'en fait, ils étaient montés en fait sur l'espèce de hauteur dans laquelle moi je me cachais pour faire un peu peur aux gens, car ils recherchaient des asperges. Ils n'étaient pas sur le sentier prédéterminé à la randonnée, ils sont sortis de ce sentier et ils sont venus du coup en fait un petit peu à ma rencontre lors de ma performance. Et moi, j'avais vu qu'ils étaient accompagnés de leur petite fille et je me suis dit, bon, je sais pas ce qu'ils foutent, je vais pas les déranger. Il y a une petite fille, etc. Je vais pas les embêter. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je me cache. Et vu que j'avais un espèce de camouflage, je me suis dit, je me cache et j'attends qu'ils passent. Sauf qu'en fait, je suis resté caché et ils sont littéralement venus sur moi par sérendipité, quoi, par hasard. Et ils ont juste vu un fou qui semblait costumé, enfin une bête, un fou, une forme qui semblait costumé et qui était juste caché, quoi, qui avait l'air apeuré comme une vraie bête sauvage. Parce que je ne voulais pas rentrer en contact avec eux dans le cadre de ma performance, comme je l'ai dit, à cause de la petite fille, etc., quoi. Et qu'ils étaient trop proches de moi, vu qu'ils étaient pas sur le sentier, et que pour moi, en fait, le fait d'être en hauteur et que je fasse la performance vis-à-vis de gens qui étaient sur le sentier, il y avait une espèce de sécurité comme ça. Et, et en fait, le fait qu'ils tombent sur moi, ça les a juste encore plus effrayés de voir quelqu'un accroupi comme ça. Et du coup, ils sont tout de suite redescendus et ils sont retournés sur le sentier des randonneurs et ils me regardaient de haut comme ça. Et moi, je les regardais et la petite fille disait Papy, papy, on rentre, arrête! Et le papy, il était un peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc, quoi? Et moi, je me suis dit, bon, repérer pour repérer, je joue la performance, du coup, je l'active et je recommence un peu à faire le singe. Et finalement, ils s'en vont. Et moi, je me dis, ok,
La petite fille pleurait, criait, gueulait, le papy avait l'air assez énervé, assez curieux. Je mets un terme à la performance pour le moment parce que ils ont l'air énervés. Du coup, je me déshabille, etc. Et en fait, le temps que je me rhabille, mon téléphone sonne, puisque j'avais la carte SIM prépayée que j'avais achetée avec le numéro de la fausse office des Calanques. Et en fait, je reçois un appel et à ce moment-là, je sais que c'est eux. Je sais que c'est le papy. Et du coup, ni une ni deux, je réécoute le message. Archivé. Aujourd'hui à Voilà. 11h07. Oui, bonjour. Je suis randonneur là, j'ai vu un singe, un gorille, je pense que c'est. Un peu plus haut que le sentier qui mène au On entend la Calac, petite fille justement, derrière. en partant de Lumini, là, où il y a le bureau des gardes, là. À peu près à 1 kilomètre, 2 kilomètres de la piste, là. En haut, sur la droite, je fais des asperges, et il était un peu plus haut. Voilà, je vais vous rappeler si vous êtes plus renseigné plus intéressé d'image. Je vous le refais écouter parce que finalement, c'est assez intéressant. On se rend compte que à ce moment-là, la légende a pris, le récit a été reçu, et en fait, à aucun moment, cette personne ne se n'émet en fait le doute sur le fait que ça soit un vrai singe. La personne a été crédule, y a cru, j'ai parvenu à lui faire penser que j'étais un singe. Il dit qu'il ne sait pas ce que c'est, qu'il ne sait pas si c'est un singe, il ne sait pas si c'est un gorille. On entend à la fois sa femme derrière qui lui dit des indications et à la fois la petite jeune fille qui émet aussi des indications. Mais en tout cas, ils ont vu quelque chose. Et quant à l'autre audio, je l'ai reçu dans la même matinée où j'ai fait la performance, mais je n'ai pas eu la certitude de rentrer en contact en fait avec cette personne qui a laissé un message sur la messagerie. Donc peut-être c'est quelqu'un qui voilà a trouvé ce numéro et s'est dit j'apporte un témoignage et même si je n'ai pas croisé de singe ou quoi, j'apporte un témoignage qui veut créer de la fausse preuve et qui veut du coup en fait endiguer et perpétuer cette légende, mais possiblement qu'il m'a vu et que voilà, c'est tout à fait possible. Là, on a les audios que j'enregistrais en fait au moment où je faisais la performance. Je vais vous faire écouter quelques extraits qui sont assez intéressants parce qu'ils montrent à quel point en fait je suis passé par plusieurs états d'esprit lorsque j'ai fait cette performance du singe. 9h38, j'ai commencé la performance. Je me suis caché dans un busquet d'arbustes. J'ai une vue plongeante sur le sentier des promeneurs. Euh, pour l'instant, je reste plutôt immobile, plutôt observateur. Comme un animal, je pense voir et ne pas être vu, mais également comme un animal, c'est plutôt moi qui suis effrayé des hommes et non pas l'inverse. Je ne crois pas qu'on m'ait encore vu, mais je me sens craintif à leur égard. J'évite pour l'instant le contact. J'étais clairement immergé dans ma performance, mais on peut remarquer que je dis quelque chose qui moi a été remarquable pour moi après, mais en fait je me mets complètement à la place de l'animal, donc je commence moi-même en fait à croire à la propre légende que je suis en train de faire, et je dis que j'ai l'impression d'être un animal qui voit mais qui n'est pas vu et qui est craintif aux hommes. D'une certaine manière, on est, je suis persuadé du fait que quand on se balade en forêt, parfois on croise une biche, mais on est clairement repéré avant que la biche nous voie. Et nombre d'animaux que l'on croise sans remarquer.
un écureuil nous voit, nous observe sans que nous puissions le remarquer. Et c'est assez marrant car on voit que mon état d'esprit, en fait, commence à se faire submerger par ma propre légende. Je me suis écorché les mains en faisant le singe et en travaillant sur le sol et je me suis rendu compte vraiment que on n'était plus fait pour marcher à quatre pattes du tout. J'ai eu plein d'épines et je trouve ça bizarre que même dans l'évolution, parce que même j'imaginais que si j'étais pieds nus alors que là j'étais en chaussures, si j'étais pieds nus j'aurais eu plein d'épines et maintenant on a des outils pour enlever les épines. Mais comment ils devaient faire à l'époque? C'est grave d'avoir une épine toujours enfoncée sous la peau. Et c'est contraignant pour les tâches quotidiennes, encore plus quand on est dans une lutte pour la survie qui passe intégralement par des savoir-faire manuels. Voilà, vous avez des savoir-faire beaucoup. Donc là, j'arrive complètement dans un état d'esprit. Lors de la performance, j'étais en train de me déplacer vers un autre lieu où je voulais performer. Et en fait, je suis complètement dans un état d'esprit où je me prends pour un singe qui est un homme. Et du coup, j'ai des remarques d'un homme sur un singe. Sur un singe au sens large, du coup, c'est sur un animal. Et en fait, je me suis rendu compte lorsque je faisais la performance, j'avais mes chaussures, mais j'étais main nue, et du coup, je marchais un petit peu de manière quadrupédique, et du coup, à quatre pattes. Et en fait, je me suis extrêmement blessé les mains. Si je voulais singer le singe comme je le faisais avec le masque tout à l'heure, de manière très réelle et très concrète, j'étais aussi obligé de le mouvoir, de le bouger. Et, euh, Et donc, je me suis enfoncé nombreuses épines. Et, euh, et du coup, voilà, je commence à penser comme un homme vis-à-vis d'un singe. Et je me dis, mais comment je ferais si j'étais un singe et que j'avais plein d'épines dans la main? Et ma constatation, ma réflexion finit par dire, mais finalement, c'est même bizarre que l'évolution nous ait pas doté d'une espèce de cuirasse de peau qui nous empêche en fait de nous enfoncer des épines. Car une simple épine, en fait, peut devenir un problème, mais terrible, lorsqu'on est dans une situation de survie dans la nature. Je vais très rapidement passer sur le reste des audios. Il y a notamment le moment où je vis la scène avec le couple de personnes âgées et leur petite fille. J'ai appelé ça enfantillage. Un problème auquel je n'avais pas pensé, les enfants. Là, il y a une gosse qui est hystérique, qui est en train de gueuler. En fait, ils sont un peu approchés de moi. Ils ont un peu quitté le sentier. Et je sais pas, ils étaient peut-être en train de chercher des feuilles ou je sais pas trop quoi. Et du coup, moi, je voulais pas qu'ils me voient parce que c'était très suspicieux quand même de voir quelqu'un rôder en singe près d'un enfant. Ça fait un peu prédateur, quoi. Et en fait, ils m'ont vu et c'est les gens qui sont le plus restés. Dès qu'ils m'ont vu, ils sont redescendus, ils sont allés sur le sentier. Et, là, ils ont fait que m'observer pendant 10 minutes. Alors, je me suis dit que j'allais arrêter de me cacher et de faire prédateur et que j'allais vraiment marcher plus comme un yeti. En mode, je suis un humain, si je suis pas un vrai singe. C'est une performance, quoi. Et en fait, la fille, elle a commencé à être hystérique, à se cacher derrière ses grands-parents, à chialer tous ses morts. Et eux, ils restaient parce que je sais pas, ils voulaient comprendre. Voilà, problème des enfants. Je peux être un prédateur, je crois. Mais dans le mauvais sens, pas animal, mais sexuel. Et j'ai pas envie qu'on me pense comme ça peut être chaud pour ma gueule. Mais en tout cas, c'était un super bel échange. Bon, c'était un super bel échange, mais après ça, j'ai mis fin à la performance. Euh, Du coup, après ça, je suis plus parti dans la recherche et la récolte de toutes les traces qui ont, qui ont entouré cette performance. Et en fait, j'ai eu des échanges de mails, de aperçu ce jour, animal féroce, pas de photo, malheureusement. J'ai eu Jean-Marc trouve des pistes, donc sûrement un calanqueur affirmé qui me dit
Je viens de voir votre affiche à Lumini concernant la présence d'un grand singe dans le secteur. Il me semble l'avoir croisé aujourd'hui vers 10h30 ce matin. Donc j'étais en train de faire la performance à ce moment-là. Je me baladais sur la piste entre Kelge et Lumini. J'ai cru voir à 200 mètres environ une sorte de grand hominidé. J'ai eu du mal à me rendre vraiment compte de ce que je voyais, mais ça ressemblait à un grand singe, à un grand singe. Il m'a regardé et n'avait pas une attitude de fuite. Je ne sais pas si cette information peut vous être utile. Que dois-je faire si jamais je le recroise, hein? Donc il envoie sur la fausse adresse mail des fausses affiches, ce mail en pensant qu'il s'adresse à une vraie autorité qui représente le parc. Sauf que c'était moi qui étais en train de singer devant lui. J'ai aussi eu des posts Facebook de Gigi Fiorito qui dit: Panique dans les calanques, un Marseillais a placardé des affiches pour mettre en garde les promeneurs. Il a aperçu un orang-outan, c'est un gros singe d'Indonésie très laid qui a l'air croqué. En gros, ça ressemble à un supporter du PSG. Non, sérieusement, les autorités ont pris l'affaire au sérieux et commencent à chercher. Mais il n'y a pas d'orang-outan, il n'y a pas plus d'orang-outan que de tyrannosaures. L'idéal serait de retrouver l'individu qu'il a vu, mais où chercher? Il y a trop de bestioles à Marseille. Faites quand même attention si vous allez dans les calanques. Donc voilà, on a en fait du coup les réponses à cette performance sont parfois une forme de crédulité qui a un degré plus ou moins élevé et euh, et aussi un espèce de degré de vouloir savoir comment réagir face à ça. Est-ce que je le prends en photo, qui contacter, que faire? On a vraiment une espèce d'incrédulité vis-à-vis de la situation. J'ai quelques jours après eu également un article sur actu.fr. Un singe en liberté dans les Calanques, à Marseille, une affiche mystérieuse circule. Donc là, c'est assez intéressant car d'un point de vue médiatique, je n'ai pas eu le ressort que j'escomptais. De toute façon, mon costume ne faisait pas assez croire à un singe et je n'ai pas assez performé longtemps pour laisser la petite graine de la légende germer. Mais d'un point de vue des médias, ils se sont vraiment beaucoup plus affairés en fait sur la présence de l'affiche et de quelqu'un qui en fait fait du délit d'information et d'appropriation d'identité vis-à-vis d'une institution où je disais que j'étais l'Office national des calanques, quoi, une fausse office. Et finalement, en fait, c'est beaucoup plus ça qui a marqué, beaucoup plus ces histoires d'affiches que qu'en fait le fait que j'ai vraiment fait le singe à un moment, mais c'était trop court pour que ça prenne. Et en fait, c'était aussi beaucoup trop fatigant. Moi, je pensais faire ça pendant une semaine. J'ai fait ça une grande matinée, ça m'a éreinté. Je vous laisse lire l'article si ça vous intéresse. Vous pourrez faire pause, mais pour moi, à ce moment-là, j'avais eu mon article, j'avais eu mes retours de mail, mes retours sur réseaux sociaux, mes retours de messagerie vocale, mes retours d'expérience. Et pour moi, ça m'a suffi à me dire que cette légende avait été créée. Et c'est marrant parce que j'en étais l'auteur et du coup, j'avais aussi des amis qui savaient plus ou moins que c'était moi qui avais fait ça et qui me rapportaient des anecdotes. Une fois, on va à un endroit qui s'appelle d'ailleurs la Baie des Singes à Marseille, qui est vraiment tout à la pointe de Marseille, à l'entrée du parc. On a un endroit qui s'appelle la Baie des Singes et on allait faire un tournage. Nous, on y va en voiture et j'ai un ami qui arrive avant en vélo. Et il se pose en vélo et en fait, la Baie des Singes, c'est un endroit au bout de Malmousse, qui est un village de pêcheurs. Et je vous promets que c'est vrai. En nous attendant, nous, le groupe qui allait arriver en voiture, il est posé dans le petit village et il entend deux papys parler du fait qu'il y a un singe dans les calanques. Deux papys qui vivent dans ce village de pêcheurs, qui sont des néo-marseillais profonds et qui entendent ça. Et moi, j'arrive sur le lieu du tournage et il savait que c'est moi, une semaine avant, j'avais fait le singe et il me dit, mec, j'ai entendu des gens en parler. Et là, je me suis dit que la légende avait fonctionné.
Euh, J'allais faire une petite pause, mais juste avant, je vous laisse avec cet extrait de texte de Herman S, pardon, putain, je perds mes mots, de Herman S, qui en fait a écrit waouh, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Loup des Steppes. Tout se confond, tout se confond en fait, tout se confond, et c'est ça qui est beau dans les légendes, c'est que les mots se confondent, les histoires se confondent. Mais Herman S, il a écrit un texte qui s'appelle Le Loup des Steppes. euh, que c'est un livre que j'ai trouvé formidable. Et en fait, au sein de son livre, il écrit un moment un manifeste, le manifeste du loup des steppes. Et par, euh, euh, par lubie textuelle et poétique, en fait, je me suis amusé à singer le texte. Et du coup, en fait, à remplacer à chaque fois qu'il utilisait l'acronyme loup des steppes par singe des calanques. Et à chaque fois qu'il faisait, par exemple, référence au loup des steppes en utilisant un champ lexical proche du canidé, j'ai changé par un champ lexical proche du primate. Du coup, je vous laisse un peu avec le texte, je fais une micro-pause, je reviens tout de suite. Excusez-moi. Euh, Si vous n'avez pas fini, je vous laisserai mettre sur pause. De toute façon, je vous donnerai le lien du PowerPoint si vous voulez revenir un petit peu sur les textes. Mais voilà, c'était vraiment une espèce d'idée annexe que je trouvais ça intéressant de rajouter dans la documentation de ce cours où voilà cette idée de singer le texte d'un auteur qui avait en fait aussi parlé qui parlait aussi de son rapport lui à un animal et surtout que ce texte m'a assez marqué par rapport à la troisième légende du parc. En fait, dans le texte de S, il parle d'un personnage qui est plutôt dépressif, qui, euh, qui du coup en fait s'auto-figure un animal, mais le texte est aussi très centré du coup sur ce personnage, enfin qui est complètement dépressif. Du coup, la partie 3 c'est autopsie géologique. Je vais vous parler du coup de Xavier Deschaux, qui est un personnage qui, peut-être je l'insulterais si je disais qu'il était dépressif, mais on pourrait se dire que la dépression est sûrement quelque chose qu'il a traversé. Il a vécu au 19e siècle dans la région sud de la France, à la fois dans le Haut-Var, vers la Sainte-Baume et puis à Marseille. Donc c'est un personnage qui a vécu il y a environ 150, 170 ans maintenant. Donc c'est une histoire qui est très ancienne vis-à-vis du parc. Et, et en fait, c'est une histoire qui est assez fascinante car on parle plus ici d'un homme, on parle ici d'un homme, on ne parle plus d'un animal, et
et on parle en fait d'un être qui en fait a commencé à graver dans les calanques de nombreux poèmes dans la roche. C'est assez étrange car et mystérieux qu'en fait ces poèmes ils ont été ils sont disséminés dans l'ensemble du parc et du coup une paire de gens en fait est dans la quête et la recherche de retrouver en fait des poèmes qui n'auraient pas été encore trouvés de lui. Et il a cette espèce de légende comme ça où on va retrouver parfois des mots gravés dans la roche qui lui appartiennent, des croix gravées dans la roche, et parfois des mots qui peut-être qui ne lui appartiennent pas, mais qui ont été gravés par d'autres personnes fanatiques. Et Xavier Duchot, il a une histoire de Chaux, pardon, il a une histoire assez intéressante et assez tragique, c'est-à-dire qu'il est père de 6 enfants et qui sont tous décédés assez jeunes. Sa femme est elle aussi décédée et en fait il s'est retrouvé complètement seul et il a eu un espèce de lieu de recueillement dans le parc national de Marseille qui à l'époque n'était pas encore un parc national réservé et c'est à ce moment-là en fait après la perte tragique de l'ensemble de sa famille qu'il a commencé à graver dans le parc. C'est assez fou car cette histoire est vraie. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous raconter là n'est pas une histoire que j'essaye de monter, comme avec le singe, n'est pas une histoire qui est tronquée comme la panthère, mais qui est vraiment une histoire qui est avérée. C'est cette personne a vécu, il y a des documents qui sont là pour le prouver. Il y a ces gravures qu'on peut aller visiter et chercher. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ça et essayer par vous-même d'aller les trouver dans le parc. Ça va vous permettre de vous balader dans cet espace qui est magnifique et à la fois d'y faire rencontre et de marcher sur ces traces et sur ces mots. Mais il y a quelque chose qui est aussi morbide, en fait, intéressant et morbide. C'est qu'en fait, Xavier s'est suicidé dans le parc. Et il s'est suicidé dans la grotte que vous avez sous les yeux. Cette grotte qui ressemble en fait à deux orbites, quoi. À deux orbites qui vous regardent et qui vous surplombent lorsque vous vous baladez. On a même l'impression d'y décerner la paroi nasale. Et, euh, et c'est assez ouf de penser que un être humain assez étrange comme a pu l'être Xavier, un personnage assez énigmatique comme un graveur de pierre, un poète qui vient graver ses poèmes dans la pierre et se suicider au sein de celle-ci, qui a vu naître ces mots, auquel il vient y mettre fin sa vie, en fait, a une espèce de forme de crâne, tout simplement. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise par moi-même lorsque je me suis rendu sur les traces de Xavier et que j'ai fait un espèce de pèlerinage. Et on y voit une forme de crâne qui se dessine. Et du coup, m'en vient la question de l'autopsie, car je me suis dit que c'était intéressant de parler d'autopsie si on parlait d'un suicide et du coup de l'étude de cas de la mort de quelqu'un, mais vis-à-vis d'un point de vue géologique et spatial. Donc l'autopsie d'un lieu définit-il son usage, sa fonction? Peut-être j'aurais dû écrire. Et y a-t-il un rapport de causalité que puisse entretenir un personnage et son environnement à partir de la forme de celui-ci? Ou au contraire, le lieu se façonne de la forme du récit qui lui est attaché? Dans ces phrases que je peux comprendre un peu compliquées, ce que je voulais aborder, c'est moi qui, 170 ans après, viens sur les traces de Xavier et dans laquelle je vois à l'endroit où il s'est suicidé une forme de crâne. Est-ce que ce lieu est marqueur du suicide de Xavier et a en quelque sorte
après imprégné dans sa roche, en fait, la marque de ce suicide? Ou alors, d'une certaine manière, est-ce que Xavier se serait suicidé ici, car cela avait une forme de tête de mort, et en fait, qui est une espèce d'idéologie et d'idée de la mort au sein de cette pierre? Et du coup, je trouve ça intéressant, voilà, de parler de euh, comment le lieu influe un potentiel récit qui peut y être attaché, comment l'histoire assez folle d'un poète qui vient se suicider et gravé dans la pierre des Calanques, finalement a quasi une influence géologique et sur la manière dont je perçois cette montagne, cette colline, cette roche, car je la perçois en fait avec une forme de crâne. Et du coup, dans toutes ces histoires de légendes, etc., je trouvais ça aussi vraiment intéressant de pointer du doigt l'idée et l'image qu'a un lieu et à quel point en fait le discours et le récit est tributaire et vraiment est corrélé en fait à l'espace. Donc là, on a une photo de moi qui est en train d'essayer d'escalader la grotte de Xavier Deschaux. On peut voir ici, il me semble que c'est la paroi nasale, donc on est ici, avec cette ellipse-là. Et en fait, on s'en rend pas vraiment compte, mais il est très compliqué de rejoindre l'intérieur de la grotte, en sachant que cette entrée de grotte-là et cette entrée de grotte-là se rejoignent par l'intérieur. Donc ça fait comme un espèce de donuts coupé en deux. Donc vraiment, on a les deux orbites qui se rejoignent comme ça, voilà, comme un tube. Et en fait, si on n'est pas équipé d'un matériel d'escalade, il est très compliqué d'y accéder. On peut faire l'ascension à main nue, mais elle est dangereuse. Et bah, Xavier n'avait pas de matériel d'escalade à l'époque, mais on apprend dans les écrits, une fois que la police a découvert les lieux, a fait la découverte macabre, en fait, il y avait une échelle qui descendait de l'orbite gauche en bas, en fait. On se rend pas compte, mais il y a au moins 8-9 mètres, quoi. Non, ouais, 7 mètres. 7 mètres. Et donc sûrement qu'il a fait l'ascension une fois, qui était assez périlleuse, et il a positionné son échelle, et après, du coup, c'était beaucoup plus facile pour lui d'y accéder. Je voulais visiter l'intérieur de la grotte, mais je n'ai pas pu, en sachant qu'en plus, il y a des gravures à l'intérieur de cette grotte. Je vous ai mis dans le PowerPoint un document qui est... Désolé pour la micro-coupure, l'enregistrement se coupe à partir d'un certain moment. Mais du coup, c'est une association de férus des Calanques qui ont sorti un bouquin il y a quelques années qui est maintenant absolument introuvable. Il l'avait édité à 1 millier d'exemplaires et il a été arraché. Vraiment, il se revend maintenant d'occasion sur certains sites. De temps en temps, on peut avoir un peu de chance, mais à des prix assez exorbitants. Mais ils m'ont gentiment envoyé le PDF du chapitre 4 en rapport avec Xavier Deschaux. Ils abordent plein de choses très intéressantes dans leur livre, plusieurs histoires, plusieurs anecdotes autour du parc, et pas forcément autour de ces légendes, mais aussi sur les pistes de randonnée, sur les animaux qui y vivent, etc. Mais je vous ai mis du coup les extraits, l'ensemble des extraits en rapport avec Xavier Duchot, où on apprend énormément de choses sur sa vie, sur la perte de tous ses enfants, voilà, sur sa vie de manière générale. Aussi comment l'association des Calanqueurs essaye de restaurer les gravures et de les répertorier également. Ici, on peut bien se rendre compte sur cette image, voilà, vous voyez la hauteur qu'il y a pour rejoindre les yeux, les orbites. On a également des extraits de documents. euh, Ouais, voilà des extraits du quotidien qui parlent de cet homme qui a été retrouvé suicidé en fait dans la grotte.
Et aussi, également, une chose que moi j'ai trouvé très intéressante, qui est en fait la, le décodage en fait des gravures de Xavier qui en fait étaient faites il y a plus de 150 ans et qui du coup sont devenues presque illisibles car l'érosion, à la fois avec le climat méditerranéen et salé qui vient genre travailler la pierre, plus la pluie, plus les randonneurs qui marchent, etc., viennent peu à peu en fait faire disparaître ces gravures et eux essayent de faire un travail de conservation, de traduction et de répertorier tout ça. Donc vous avez ici en fait l'ensemble des marques et des gravures de show. J'ai pour ma part, moi, apporté ma contribution à ce travail en faisant des photogrammétries et des scans 3D des scènes. Donc on a notamment ici une croix de De Chaux. La légende dit que il aurait fait entre Marseille Vert, entre Sugiton et Marseille Vert, entre les crêtes des deux sommets, on pourrait trouver 7 croix qui en fait correspondraient à la vie de ses 6 enfants et de sa femme. Et ces 7 croix sont toutes trouvables à environ 200 mètres ou 200 pas les unes des autres. Et elles sont vraiment très précisément et mathématiquement espacées de cette échelle. On va retrouver à chaque fois une croix comme ça au nombre de 7. Et là également une photogrammétrie 3D que j'ai faite où on voit qu'en fait le texte devient complètement fantomatique en fait à l'image de Xavier qui est peut-être lui également un fantôme et qui veille sur les randonneurs et les passeurs du parc avec la traduction à côté du haut de ce sommet des habitants de l'antique fossé guidés par la providence de ce golfe connurent l'importance, l'honneur, sagesse, prudence, voilà leur semence. Le 12 août 1867. Et je trouve que voilà le terme qu'il utilise à la fin, voilà leur semence, qui peut être interprété, on comprend que c'est de la poésie, mais il peut être interprété de manière du coup de deux façons, et c'est ça qui le rend assez énigmatique, quoi. La semence, c'est à la fois la graine qui est posée pour faire germer quelque chose, et c'est exactement cette même graine dont je vous parlais au début, qui est la graine d'une légende qu'on vient peser, qui vient ensuite, genre, se, qui vient germer et se propager. Mais la semence, c'est à la fois bah, le jus humain de reproduction. Et quand on sait toute son histoire vis-à-vis de sa vie, de ses pertes et de ses enfants, je trouve que il y a une double interprétation qui est assez belle. On en vient au 4e chapitre, Love and Louvre, qui est en fait sur un temps. Ça fait peut-être assez longtemps. Du coup, je vais peut-être aller assez rapidement sur cette partie, mais qui en fait qui parle en fait d'un couple de loups dans les calanques de Marseille qui a été vu en 2021. Un couple de loups est apparu dans le parc. Des loups qui, comme la panthère, préalablement n'ont rien à faire dans le parc, mais qui, cette fois, ont eu des preuves concrètes grâce à la même technologie que j'ai utilisée pour traquer le ragondin albinos, on a eu des vraies preuves de ce couple de loups avérées, en fait, par le parc lui-même. Et j'ai trouvé ça assez beau, en fait, quand je suis tombé sur cette histoire du loup, en fait, ça me faisait à la fois dans mes recherches écho avec le texte de Hermann Hesse que j'avais commencé à lire et à déjà étudier par rapport au singe, qui s'appelait Le loup des steppes, quoi. Et je me dis, mais merde, je suis en train de lire Le loup des steppes, il y a des loups qui apparaissent dans le parc. Enfin, la concordance est assez extrême. Ça, c'est la première image de l'individu capturé, enfin, l'image capturée en février 2021, comme j'avais fait auparavant avec l'albinos. Et en fait, ce couple de loups,
il venait vraiment rassembler plein de choses qui, qui étaient déjà dans ma recherche de manière préalable, à la fois sur l'espace, sur un élément concordant mais dissonant avec le réel, sur la manière dont une légende, genre, prend part par rapport aussi à une histoire qu'elle a. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà l'histoire de la panthère, donc maintenant on a l'histoire des loups. Donc, on vient rajouter en fait des strates de connaissances et de savoir à tout ça. Et, euh, et en fait, elle était comme une épiphanie, comme un bouquet final qui venait un petit peu, genre, prendre dans le singe, prendre dans Xavier ses histoires d'amour et son amour brisé, la perte de sa femme, et du coup, là, dans cette histoire de couple de loups, qui venait aussi piocher dans l'histoire de cette panthère qui est en fait là, mais qui n'a rien à faire ici, et ces loups qui sont dans la même situation. Et en même temps, on a des histoires de caméras de chasse, de documents issus du parc national qui est en train d'investir des millions pour mettre un dispositif de surveillance par intelligence artificielle, etc. Ce sont des documents que j'ai hackés, on va dire, grâce à Google Docs. Mais, euh, mais voilà, je trouvais ça assez beau, en fait, cette histoire de loup qui, est qui finalement, en fait, est la légende qui est le moins une légende, mais qui vient regrouper tous les effets de légende auxquels je me suis intéressé dans ma recherche. Et c'est comme ça, en fait, que je vais conclure. Je vous laisse très sommairement quelques références qui ne sont pas encore tout à fait étayées sur, sur tout ça. J'espère que cette conférence, ce cours, je ne sais toujours pas comment l'appeler, vous a plu. J'espère que ce n'était pas trop long. Vous pouvez retrouver dans la description le PowerPoint si vous voulez écouter les audios, réécouter les messages vocaux, regarder les vidéos ou vous arrêter peut-être sur les textes. Et, euh, et en tout cas, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt dans le parc national des Calanques. Merci beaucoup.